La dorsale est une chaîne de volcans qui sépare deux plaques et elle est à l'origine de la formation de la lithosphère océanique. La lithosphère océanique est l'association de la croûte océanique formée de gabbro et de basalte et d'une partie de péridotite du manteau supérieur qui sera rigide et représentée ici en vert clair sur le dessin. Donc la chambre magmatique d'une dorsale océanique va être alimentée par un magma provenant de la fusion partielle de la roche mantélique, une péridotite qui est une lherzolite. Ce magma en fusion va pénétrer dans la chambre magmatique et au contact des parois plus froides va se refroidir et subir ce qu'on appelle une cristallisation fractionnée qui va être à l'origine de différentes roches et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo en étudiant les roches. Alors, nous allons commencer avec cette péridotite mantélique, cette lherzolite, qui est constituée d'une pâte appelée la mésostase qui est noire. Et dans cette roche mantélique, on distingue des gros cristaux qui ressemblent à de l'olivine. Donc, c'en est, effectivement, c'est une forme qu'on trouve dans le manteau. Donc, c'est cette roche qui va entrer en fusion partielle et être à l'origine du magma que l'on va trouver dans les dorsales océaniques. Donc ce magma va monter dans la chambre magmatique au centre de la dorsale. Il va monter pourquoi? Parce que comme il est chaud, il est moins dense, en plus il est chargé en gaz. Donc il va monter, il va s'élever et il va rentrer dans la chambre magmatique. Donc la fusion, je dis bien partielle, parce que ce n'est pas la totalité de la roche qui fond. On va avoir juste une partie et on va donc avoir un magma qui va rentrer dans la chambre magmatique. Alors, que va-t-il se passer dans cette chambre magmatique puisqu'on sait que la croûte océanique est constituée de gabbro, de dikes et ces dikes sont basaltiques. Or, on sait qu'un gabbro est constitué de roches entièrement grenues, c'est-à-dire constitué uniquement de cristaux, alors que le basalte, lui, va être constitué d'une pâte dans laquelle il y aura quelques cristaux formés de plus ou moins grande taille, c'est-à-dire, finalement, une partie de la roche qui sera cristallisée et une partie non cristallisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cristallisé, non cristallisé? Qu'est-ce que c'est qu'un magma? Un magma, c'est un ensemble d'éléments chimiques qui ne sont pas associés les uns aux autres à cause de la chaleur. D'accord? Toutes les liaisons sont cassées. On a donc une soupe d'éléments chimiques. À partir du moment où le magma va refroidir, les liaisons vont pouvoir se former et certains minéraux vont pouvoir se créer. Alors un minéral, qu'est-ce que c'est? Un minéral, c'est une association d'éléments chimiques et ça va donner, s'il a la place pour se former et le temps qu'on lui laisse, il va former un cristal. Donc là, vous avez des cristaux de quartz fumé. Alors ce magma, quand il arrive dans la chambre magmatique, il va commencer à refroidir. Et les premiers minéraux à se former, les premières associations d'éléments chimiques, c'est l'olivine de formule FeMgSiO2. Et donc on va avoir ici, au contact des parois qui sont froides de la chambre magmatique, on va avoir formation d'olivine. Et on va avoir donc un cumulat, c'est-à-dire qu'on a tout notre magma ici qui circule, qui tourbillonne, il n'arrive pas à sortir, hein. Il est bloqué dans la chambre magmatique. Donc notre magma, il passe au centre, hop, il redescend sur les côtés. Et en descendant sur les côtés, il touche les parois qui sont froides, puisqu'ici la croûte elle est froide. Hein. N'oubliez pas qu'un magma en moyenne c'est 1500 degrés Celsius. Donc il arrive ici, il va descendre vers les 1200-1300. Il va donc refroidir au contact de la croûte qui est froide et on va avoir donc formation des premiers minéraux. Et ces minéraux, si on les laisse tranquilles, ils vont avoir le temps de se former, de former des beaux cristaux. On va avoir des cumulats d'olivine qu'on appelle des dunites. Donc on peut les voir au microscope, on voit que c'est constitué entièrement de cristaux d'olivine. Ainsi, sur cet échantillon de dunite, c'est-à-dire un cumulat d'olivine, on ne distingue que des cristaux d'olivine. Si on fait une lame mince et qu'on passe au microscope
polarisant en lumière analysée, on observe uniquement des cristaux d'olivine de toutes les couleurs. Donc c'est un cumulat d'olivine au fond de la chambre. Les minéraux suivants à se former sont les pyroxènes, qui vont avoir plutôt une couleur noire. Alors, on peut avoir formation des deux en même temps. Hein, on n'est pas à des tranches nettes et brutales. On peut avoir des niveaux où on aura encore à la fois de l'olivine et du pyroxène, puis progressivement, on n'aura que du pyroxène. Et bien souvent, on les retrouve mélangés ensemble. Donc ici, un cumulat d'olivine et de pyroxène, c'est une dunite, donc l'olivine en vert, pyroxène en noir. On peut avoir une proportion de pyroxène plus importante, on est toujours dans une dunite. Plus de pyroxène que d'olivine, on parlerait de pyroxénite. On a un diagramme qui nous permet de savoir en fonction de la température quel minéral va se former. Donc par exemple, l'olivine qui va commencer à se former à des températures supérieures à 1200 degrés. Dès qu'on va arriver vers les 1100 degrés, elle va arrêter de se former. Les pyroxènes ont commencé vers les 1200 degrés. Ils peuvent encore se former vers les 950-980 degrés. Puis ils arrêtent de se former. Après, ce sont les amphiboles, vous voyez, qui prennent le relais. Donc on a quasiment toujours deux minéraux qui peuvent se former en même temps en fonction de la température. Donc au fur et à mesure que notre magma va refroidir, il va produire différents minéraux. On va donc avoir différentes couches dans notre chambre magmatique, en supposant que le magma qui est ici et qui a déjà perdu des minéraux ne sorte pas. Il faut qu'il soit complètement prisonnier pour qu'on puisse observer les différentes couches de minéraux qui se sont formés successivement les uns après les autres. Donc, si je continue, donc là j'ai mon pyroxène qui se forme. Dans la théorie, après le pyroxène, on a les amphiboles qui se forment. Après les amphiboles, on a les plagioclases qui se forment. Et donc, ce système-là, c'est ce qu'on appelle la cristallisation fractionnée. Puisqu'on fait des fractions du magma. On sépare les magmas et les cristaux à chaque fois. C'est ce qu'on appelle donc le magma originel et les magmas résiduels qui vont se déplacer vers le haut. Alors, pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre, on va reprendre un exemple en travaillant avec des bonbons. Alors, comprendre la cristallisation fractionnée. On a dit, à l'entrée de la chambre magmatique, on a un magma en fusion qui arrive, c'est-à-dire une soupe d'éléments chimiques non organisés. Quand cette soupe va commencer à refroidir, donc au fur et à mesure qu'elle monte, elle rentre à l'intérieur, elle refroidit, et qu'est-ce qui se passe? Les premiers à se former, et t'échappes pas de toi, le premier à se former, c'est les olivines. Paf, les olivines se forment, ils sont au milieu de cette soupe, sauf que ce sont des cristaux qui se sont formés, ils sont lourds, ils vont tomber, ils sont plus denses. Donc tous les éléments chimiques qui ont servi à fabriquer l'olivine, le fer, le magnésium, le silicium, l'oxygène, proportionnellement vont, moi je vais en laisser un petit peu là, hop, vont proportionnellement disparaître du magma d'origine. Vous voyez donc bien qu'ici, on a une couche de roche qui s'est formée, donc de la dunite. Et on a donc ici ce qu'on appelle un magma résiduel, qui n'a proportionnellement pas la même composition chimique que le magma d'origine. En supposant que ce magma continue de refroidir, il va former maintenant des pyroxènes. Les pyroxènes vont se déposer, donc ils vont consommer les éléments chimiques qui se trouvent dans le magma de départ. Et on va avoir un deuxième lit. Alors, sachant que les pyroxènes cristallisent toujours avec des olivines en même temps, on va avoir un deuxième lit de cristaux qui va se former ici. Et on va avoir une dunite riche en pyroxène. C'est celle-là. Donc, la dunite riche en pyroxène. On voit les pyroxènes, ce sont les cristaux noirs au milieu, là. Alors que la dunite pure, on n'a que des cristaux d'olivine. Voilà, vous avez compris le principe de cristallisation fractionnée? En supposant maintenant que ce magma résiduel, ce deuxième magma résiduel, puisqu'on a la deuxième cristallisation fractionnée, ce deuxième magma résiduel, qui a donc proportionnellement pas la même composition chimique que le magma de départ, ni que le premier magma résiduel, en supposant qu'il n'arrive pas à s'échapper, va continuer de refroidir et va former une troisième couche de roche
constitués principalement des amphiboles. Alors on va prendre les bleus pour faire les amphiboles. Donc les amphiboles vont se déposer, etc. Cette roche grenue, constituée principalement d'olivine, de pyroxène, d'amphiboles, est un gabbro. C'est ce qu'on trouve dans la croûte océanique. Donc reprenons notre situation de départ. Nous avons notre magma. Notre magma arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Soit notre magma sort tout de suite. Ouh, il trouve les sorties. Hop, ça fait découler de lave en surface. Et on va donc avoir un refroidissement très rapide. Aucun minéral n'a eu le temps de se former. Si aucun minéral n'a eu le temps de se former, c'est ce qu'on appelle le basalte aphérique. Il n'a aucun cristal de formé. Les minéraux sont peut-être formés microscopiquement, on ne les voit pas à l'œil nu. Il faut passer au microscope pour les voir. Mais à l'œil nu, on ne voit aucun cristal, c'est un basalte aphérique. En supposant maintenant que notre magma ait fait un court séjour, qu'il a eu le temps d'organiser des olivines. Les olivines se sont formées, d'accord, on en a quelques-unes qui ont formé un dépôt de dunite et que on a des olivines qui se sont formées là en vert, mais elles n'ont pas eu le temps de descendre. Et que ce magma, il y a une nouvelle arrivée qui arrive, ça pousse tout ça. Du coup, le magma il sort, on a une coulée volcanique avec des olivines qui se sont formées. On va donc avoir un basalte à olivine. Voilà, donc ici, quelques olivines. En supposant qu'il y ait eu beaucoup d'olivines de formées, on va obtenir une océanite, c'est-à-dire un basalte qui contient plus de 60% d'olivine. Il peut arriver parfois que le basalte, en remontant, alors quand je dis basalte, c'est la lave à l'origine du basalte, en remontant, est entraîné avec elle un morceau de péridotite. Et on va donc avoir au milieu de notre coulée de lave un morceau de péridotite. C'est ce qu'on appelle une enclave. Et vous en avez une là. Voici un morceau de cumulat d'olivine qui était au fond de la chambre magmatique, qui s'est décroché et qui a été entraîné par le magma résiduel, que vous voyez ici n'a pas du tout cristallisé. Des gouttes de magma peuvent être projetées, vont s'enrichir en bulles d'air, être très légères, ça s'appelle des scories. Ces scories sont très brillantes. Pourquoi? Parce que la couche externe est vitrifiée. Le magma a eu un choc de température tel qu'il s'est transformé en vert. Et ce vert présente des irisations de couleur bleue, rouge. Donc ce vert, on peut présenter des irisations bleues, comme ici, qui sont dues à la présence des minéraux ferro-magnésiens. La scorie reste trop longtemps en surface, elle va s'oxyder et prendre cette teinte rougeâtre. Alors là, nous avons une bombe volcanique. Alors pour vous donner une idée de la longueur, voilà, ma main, mon bras, vous voyez, c'est une énorme goutte de lave en fait qui a été projetée à la sortie du cratère. On voit très bien la forme de goutte, d'accord? Donc la partie avant, ça a été projeté dans ce sens-là. Donc cette bombe volcanique a été récupérée au sol. Elle pèse 8 kg, non fracturée. Voilà, donc c'est du basalte totalement aphérique. Le basalte aphérique qui ne présente pas de cristaux visibles à l'œil nu. Le basalte aphérique avec une enclave de péridotite. L'océanite, c'est un basalte qui possède plus de 60% de cristaux d'olivine. Vous avez ici ce qu'on appelle un basalte à olivine. Vous voyez qu'il y a nettement moins de cristaux d'olivine. Alors ces deux sables noirs que l'on trouve sur certaines plages de l'île de la Réunion proviennent de l'érosion de deux coulées différentes. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'olivine que là. La roche à l'origine de ce sable est un basalte à olivine. Donc on a quelques cristaux d'olivine. Vous voyez que dans celui-là,
beaucoup plus de cristaux d'olivine. En fait, c'est un sable qui provient de l'érosion d'une océanite. En supposant maintenant que notre cristallisation fractionnée est suffisamment avancée, qu'on ait eu les olivines de formées, qu'on ait eu les pyroxènes de formées, qu'on ait eu les amphiboles, les plagioclases, tout ça c'est bien formé, ils sont visibles, les cristaux sont là, que le tout monte en surface. On va donc avoir ce type de roche. Vous voyez déjà que la pâte est un peu plus claire que pour le basalte aphérique. Si je mets les deux à côté, vous voyez la différence de couleur. Pourquoi? Parce que cette pâte qui était à l'origine le magma a perdu des éléments chimiques qui sont partis former d'autres cristaux. Donc ici, on a une pâte de magma refroidi avec des cristaux de plagioclase. Est-ce que vous comprenez maintenant bien comment se forment les différentes roches volcaniques que vous avez vues? Alors, en supposant que la différenciation soit maximale, c'est-à-dire qu'on élimine tous les premiers minéraux, si je reprends mon graphique, en supposant qu'olivine, pyroxène, amphibole, tout ça se forme et reste bloqué au fond de la chambre magmatique, on va arriver dans des magmas résiduels que l'on qualifie d'acides, parce que les derniers éléments à cristalliser, c'est la silice et l'oxygène. Ils ont vraiment besoin, eux, pour s'associer de températures très basses. C'est la formation du quartz. Donc, si on a une première cristallisation, que ça reste dans la chambre magmatique, on va avoir des péridotites. Si on continue à former les pyroxènes, deux possibilités, soit ça reste dans le fond de la chambre magmatique, que des cristaux, on appelle ça un gabbro, soit le magma n'a pas eu le temps de cumuler ces cristaux et remonte en surface, il va former une coulée de lave de basalte. Si on continue à bloquer en profondeur, que l'olivine pyroxène se dépose et qu'on a un magma intermédiaire riche en amphibole, en biotite, si ce magma reste bloqué dans la chambre, ça va donner une roche grenue appelée diorite. Si ce magma est évacué en surface, il va donner une coulée de lave à l'origine de l'andésite. Et si ce magma n'est pas sorti et continue de se différencier, on va avoir formation de minéraux, cette fois très riches en silice. Et ce magma-là, dit felsique, s'il reste bloqué en profondeur, va entièrement cristalliser et donner du granit. Et si ce magma très acide, puisqu'il est riche en silice, est évacué en surface, il va donner une roche type rhyolite. Alors ici, on a une série de roches formées par différenciation magmatique. Il faut savoir qu'en fonction de la composition du magma de départ, on n'aura pas la même série de roches. Tout va dépendre ici du pourcentage d'olivine et de pyroxène au départ. Donc vous avez le pourcentage de la teneur en silice, le pourcentage en volume des différents minéraux. Donc vous voyez que dans les péridotites, si je prends cette colonne, si je me trouve dans le bas de la colonne, je peux avoir des péridotites qui contiennent quasiment que de l'olivine, ou je peux avoir des péridotites qui contiennent quasiment que des pyroxènes, un petit peu d'olivine. Si je fais, donc là je suis dans l'ultra basique. Si je fais un premier refroidissement, je peux avoir donc gabbro. Si mon gabbro donc s'est formé dans la chambre magmatique, si j'ai une évacuation en surface, j'ai un basalte. Et vous voyez que je peux avoir proportionnellement plus de pyroxène que de plagioclase. L'étape suivante, ça va être la diorite avec l'andésite, cette composition-là. On peut parler aussi de granodiorite, dacite en fonction de la composition et de la teneur en silice. Et plus je monte dans le pourcentage élevé en teneur en silice, plus j'arrive vers les roches dites granites. D'accord? Donc à la réunion, pour ces fameuses roches acides, par différenciation, sur le piton le piton des neiges, nous avons obtenu ici ce qu'on appelle une syénite. Donc vous voyez que les roches dites acides sont riches en silice, elles sont beaucoup plus claires que les roches basiques. Donc là on a une roche qui a été produite par un magma qui a déjà été bien différencié. Hein. Il a perdu beaucoup d'éléments type Fe et Mg. Il est très riche en silice, il est clair. En général, c'est un magma qui est très visqueux, qui a du mal à s'écouler et qui provoque des explosions. C'est ce que vous appelez les explosions des volcans gris. Donc cette syénite, elle est constituée entièrement de cristaux. Donc ici, nous avons des roches qui sont beaucoup plus claires, qui proviennent d'une série dite différenciée, c'est-à-dire
qui a subi une cristallisation fractionnée et un enrichissement progressif du magma résiduel en silice, d'où la couleur claire. Donc à gauche, nous avons une syénite, c'est une roche entièrement cristallisée, constituée de cristaux de quartz, de feldspath, de biotite, quelques plagioclases aussi. Et à droite, nous avons un trachyte qui est une roche non pas plutonique comme la syénite, mais microlithique, c'est-à-dire de surface volcanique, puisque nous avons une pâte blanche ici, claire, la mésostase, et dans laquelle on va distinguer quelques cristaux noirs de biotite.